Chapitre 4 de la deuxième partie. Le cycle nordico-atlantique. Dans l'émigration de la race boréale, il convient de distinguer deux grands courants. L'un qui se dirige du nord vers le sud, l'autre postérieur de l'Occident vers l'Orient. Porteurs du même esprit, du même sang, du même système de symboles, de signes et de vocables, des groupes d'hyperboréens atteignirent d'abord l'Amérique du Nord et les régions septentrionales du continent eurasiatique. Après plusieurs dizaines de milliers d'années, il semble qu'une seconde grande vague d'émigration se soit avancée jusqu'à l'Amérique centrale, mais se soit surtout concentrée dans une région, aujourd'hui disparue, située dans la région atlantique, où elle aurait constitué un centre à l'image du centre polaire, qui correspondrait à l'Atlantide des récits de Platon et de Diodore. Ce déplacement et cette reconstitution expliquent les interférences de noms, de symboles et de topographie qui caractérisent, comme nous l'avons vu, les souvenirs relatifs aux deux premiers âges. C'est donc essentiellement d'une race et d'une civilisation nordico-atlantique qu'il conviendra de parler. De la région atlantique, les races du second cycle auraient rayonné en Amérique, d'où les souvenirs déjà mentionnés des Nahuas, des Toltecs et des Aztèques relatives à leur patrie d'origine, ainsi qu'en Europe et en Afrique. Il est très probable qu'au premier paléolithique, ces races atteignirent l'Europe occidentale. Elles correspondraient entre autres aux Tuatha de Danann, la race divine venue en Irlande de l'île occidentale Avalon, guidée par Ogma Grian Anek, le héros au visage solaire, auquel fait pendant le blanc et solaire Quetzalcoatl, qui serait venu en Amérique avec ses compagnons de la Terre situés au-delà des eaux. Anthropologiquement, ce serait l'homme de Cro-Magnon, apparu vers la fin de la période glaciaire dans la partie occidentale de l'Europe, en particulier dans la zone de la civilisation franco-cantabrique, de la Madeleine, de Gourdon et d'Altamira, homme tellement supérieur comme niveau culturel et comme type biologique au type aborigène de l'homme glaciaire et moustérien, que l'on a pu appeler les hommes de Cro-Magnon, les Hellènes du Paléolithique. En ce qui concerne leur origine, l'affinité de leur civilisation avec la civilisation hyperboréenne qui apparaît dans les vestiges des peuples de l'extrême septentrion, civilisation du Renne, est très significative. Des traces préhistoriques trouvées sur les côtes baltiques et friso-saxonnes correspondraient au même cycle et un centre de cette civilisation se serait formé dans une région en partie disparue du Doggerland, la légendaire Vineta. Au-delà de l'Espagne, d'autres vagues atteignirent l'Afrique occidentale. D'autres encore plus tard, entre le Paléolithique et le Néolithique, probablement en même temps que des races d'origine purement nordique, s'avancèrent par la voie continentale du nord-ouest au sud-est vers l'Asie, là où l'on avait situé le berceau de la race indo-européenne, et encore au-delà jusqu'à la Chine, tandis que d'autres courants parcoururent le littoral septentrional de l'Afrique jusqu'à l'Égypte, ou parvinrent par mer des Baléares à la Sardaigne jusqu'au centre préhistorique de la mer Égée. En ce qui concerne en particulier l'Europe et le Proche-Orient, c'est là l'origine demeurée énigmatique comme celle des hommes de Cro-Magnon pour la recherche positive de la civilisation mégalithique des dolmens, comme celle dite du peuple de la hache et du combat. Le tout en grande vague, avec des flux et des reflux, des croisements et des rencontres avec des races aborigènes, ou des races déjà mêlées ou diversement dérivées de la même souche. Ainsi, du nord au sud, de l'Occident à l'Orient surgirent par irradiation, adaptation ou domination, des civilisations qui, à l'origine, eurent dans une certaine mesure la même empreinte, et souvent le même sang spiritualisé chez les élites dominatrices. Là où se trouvaient des races inférieures liées au démonisme tellurique et mêlées à la nature animale, sont demeurés des souvenirs de lutte, sous la forme de mythes où l'on souligne toujours l'opposition entre un type divin lumineux, élément d'origine boréale, et un type obscur non divin. Dans les organismes traditionnels constitués par les races conquérantes, s'établit alors une hiérarchie à la fois spirituelle et ethnique. En Inde, en Iran, en Égypte, au Pérou et ailleurs, on en trouve des traces assez nettes dans le régime des castes.
Nous avons dit qu'originellement, le centre atlantique dut reproduire la fonction polaire du centre hyperboréen et que cette circonstance est la source de fréquentes interférences dans la matière des traditions et des souvenirs. Ces interférences, toutefois, ne doivent pas empêcher de constater au cours d'une période ultérieure, mais appartenant toujours cependant à la plus haute préhistoire, une transformation de civilisation et de spiritualité, une différenciation qui marque le passage de la première ère à la seconde, de l'âge d'or à l'âge d'argent, et ouvre la voie à la troisième ère, à l'âge du bronze ou âge titanique, que l'on pourrait même, à rigoureusement parler, qualifier d'Atlantide. Étant donné que la tradition hellénique présente Atlante en tant que frère de Prométhée, comme une figure apparentée au Titan. Quoi qu'il en soit, anthropologiquement parlant, il convient de distinguer parmi les races dérivées de la souche boréale originelle un premier grand groupe différencié par idiovariation, c'est-à-dire par une variation sans mélange. Ce groupe se compose principalement des vagues dont l'origine arctique est la plus directe et correspondra aux différentes filiations de la pure race aryenne. Il y a lieu de considérer ensuite un second grand groupe différencié par mistovariation, c'est-à-dire par mélange avec les races aborigènes du Midi, les races proto-mongoloïdes et négroïdes et d'autres encore qui furent probablement les restes dégénérescents des habitants d'un second continent préhistorique disparu situé au sud et que certains désignent sous le nom de Lémurie. C'est à ce second groupe qu'appartient vraisemblablement la race rouge des derniers Atlantides, ceux qui, selon le récit platonicien, seraient déchus de leur nature divine primitive en raison de leur union répétée avec la race humaine. Elle doit être considérée comme la souche ethnique originelle de beaucoup de civilisations plus récentes, fondées par les vagues venues de l'Occident vers l'Orient, race rouge des Créto-Égéens, Éthéocrètes, Pélages, Lys, etc., des Kéftis égyptiens, et peut-être aussi de ces civilisations américaines qui gardèrent dans leur mythe le souvenir d'aïeux venus de la terre atlantique divine, posés sur les grandes eaux. Le nom grec des Phéniciens signifie précisément les rouges, et il s'agit probablement là d'un autre souvenir résiduel des premiers navigateurs atlantiques de la Méditerranée néolithique. De même que du point de vue anthropologique, on doit donc, du point de vue spirituel, distinguer deux composantes, l'une boréale et l'autre atlantique, dans la vaste matière des traditions et des institutions de ce second cycle. L'une se rattache directement à la lumière du Nord et conserve en grande partie l'orientation uranienne et polaire originelle. L'autre trahit la transformation survenue au contact des puissances du Sud. Avant d'examiner le sens de cette transformation qui représente pour ainsi dire la contrepartie interne de la perte de la résidence polaire, la première altération, il nous faut préciser encore un point. Presque tous les peuples gardent le souvenir d'une catastrophe qui clôtura le cycle d'une humanité antérieure. Le mythe du déluge est la forme sous laquelle apparaît le plus fréquemment ce souvenir, chez les Iraniens comme chez les Mayas, chez les Chaldéens et les Grecs comme chez les Hindous, les peuples du littoral atlanto-africain, les Celtes et les Scandinaves. Son contenu originel est d'ailleurs un fait historique. C'est essentiellement la fin de la terre atlantique, décrite par Platon et Diodore, à une époque qui, d'après certaines chronologies mêlées de mythes, est sensiblement antérieure à celle où, selon la tradition hindoue, aurait pris naissance l'âge sombre, le centre de la civilisation atlantique, avec laquelle les diverses colonies durent vraisemblablement conserver pendant longtemps des liens, s'abîma dans les flots. Le souvenir historique de ce centre s'effaça peu à peu chez les civilisations dérivées, où des fragments de l'ancien héritage se maintinrent pendant un certain temps dans le sang des castes dominatrices, dans certaines racines du langage, dans une similitude d'institutions, de signes, de rites et de hiérogrammes, mais où plus tard l'altération, la division et l'oubli finirent par l'emporter. On verra dans quel cadre doit être situé le rapport existant entre la catastrophe en question et le châtiment des titans. Pour l'instant, nous nous bornerons à faire observer que dans la tradition hébraïque, le thème titanique de la tour de Babel et le châtiment consécutif de la confusion des langues pourraient faire allusion à la période où la tradition unitaire fut perdue, où les différentes formes de civilisation se dissocièrent de leur origine commune et ne se comprirent plus,
après que la catastrophe des eaux eut clos le cycle de l'humanité atlantique. Le souvenir historique subsista pourtant souvent dans le mythe, dans la superhistoire. L'Occident, où se trouvait l'Atlantide durant son cycle originel, quand elle reproduisit et continua la fonction polaire plus ancienne, exprima constamment la nostalgie mystique des déchus, la meilleure espèce des héros et des initiés. Par une transposition de plan, les eaux qui se refermèrent sur la terre atlantique furent comparées aux eaux de la mort, que les générations suivantes, post-diluviennes, composées d'êtres désormais mortels, doivent traverser initiatiquement pour se réintégrer dans l'état divin des morts, c'est-à-dire de la race disparue. C'est dans ce sens que peuvent être souvent interprétées les représentations bien connues de l'île des morts, où s'exprime sous des formes diverses le souvenir du continent insulaire englouti. Le mystère du paradis et des lieux d'immortalité en général en vint à se relier au mystère de l'Occident, et même du Nord dans certains cas, dans un ensemble d'enseignements traditionnels. C'est de la même manière que le thème des sauvés des eaux et ceux qui ne sombrent pas dans les eaux, thème qui eut un sens réel, historique, se rapportant aux élites qui échappèrent à la catastrophe et fondèrent de nouveaux centres traditionnels, en vint à prendre un sens symbolique et figura dans des légendes relatives à des prophètes, des héros et des initiés. D'une façon générale, les symboles propres à cette race des origines réapparurent énigmatiquement par une voie souterraine jusqu'à une époque relativement récente, là où régnèrent des rois et des dynasties dominatrices traditionnelles. Ainsi, chez les Hellènes, l'enseignement selon lequel les dieux grecs naquirent de l'océan peut avoir un double sens, car certaines traditions situent dans l'Occident atlantique ou nord-atlantique l'ancienne résidence d'Uranus et de ses fils Atlas et Saturne. C'est également là d'ailleurs que fut généralement situé le jardin divin lui-même, où séjourna à l'origine le dieu olympien Zeus, ainsi que le jardin des Hespérides, au-delà du fleuve d'Océan. Des Hespérides qui furent précisément considérées par certains comme les filles d'Atlas, le roi de l'île occidentale. C'est ce jardin qu'Hercule doit atteindre au cours de celle de ses entreprises symboliques que l'on associe le plus étroitement à ses conquêtes de l'immortalité olympienne et où il avait eu pour guide Atlas, le roi de l'île occidentale. C'est ce jardin qu'Hercule doit atteindre au cours de celle de ses entreprises symboliques que l'on associe le plus étroitement à sa conquête de l'immortalité olympienne et où il avait eu pour guide Atlas, le connaisseur des obscures profondeurs de la mer. L'équivalent hellénique de la voie nordico-solaire, du Devayana des Indo-Ariens, à savoir la voie de Zeus qui, de la forteresse de Cronos située sur la mer lointaine dans l'île des héros, mène aux hauteurs de l'Olympe, cette voie fut donc dans l'ensemble occidental. Pour la raison déjà indiquée, l'île où règne le blond Rhadamante s'identifie parfois à la Nekia, à la terre de ceux qui ne sont plus. C'est vers l'Occident qu'apparaît Ulysse pour atteindre l'autre monde. Le mythe de Calypso, fille d'Atlas, reine de l'île d'Ogygie, qui est le pôle, le nombril, omphalos de la mer, reproduit évidemment le mythe des Hespérides et beaucoup d'autres qui lui correspondent chez les Celtes et les Irlandais, où l'on rencontre également le thème de la femme et celui de l'Élysée, en tant qu'île occidentale. Selon la tradition chaldaïque, c'est vers l'Occident, au-delà des eaux profondes de la mort, celle où il n'y a jamais eu de guet et que personne, depuis un temps immémorial, n'a plus traversé, que se trouve le jardin divin, où règne Atrahasis Shamasnapishtim, le héros échappé au déluge et qui conserve de ce fait le privilège de l'immortalité. Jardin que Gilgamesh atteint en suivant la voie occidentale du soleil pour obtenir le don de vie et qui n'est pas sans rapport avec Sabitu, la Vierge assise sur le trône des mers. Quant à l'Égypte, il est significatif que sa civilisation ne connaisse pas de préhistoire barbare. Elle surgit pour ainsi dire d'un seul coup et se situe dès l'origine à un niveau élevé. Or, selon la tradition, les premières dynasties égyptiennes auraient été constituées par une race venue de l'Occident, dite des compagnons d'Horus, Shemsu-Heru, placés sous le signe du premier des habitants de la terre d'Occident, c'est-à-dire
d'Osiris, considéré comme le roi éternel des champs de Yalu, de la terre du sacré Amanti, au-delà des eaux de la mort, située dans le lointain Occident, et qui précisément se rattache parfois à l'idée d'une grande terre insulaire. Le rite funéraire égyptien reprend le symbole et le souvenir. Il impliquait, outre la formule rituelle vers l'Occident, une traversée des eaux, et l'on portait dans le cortège l'arche sacrée du soleil, celle des sauvés des eaux. Nous avons déjà mentionné à propos des traditions extrêmes orientales et tibétaines le paradis occidental, avec des arbres aux fruits d'or, comme celui des Hespérides. Très suggestive est également, en ce qui concerne le mystère de l'Occident, la très fréquente image de Mitou avec une corde accompagnée de la légende « Celui qui tire les âmes vers l'Occident ». Nous retrouvons d'autre part le souvenir transformé en mythe paradisiaque dans les légendes celtiques et gaéliques déjà citées relatives à la terre des vivants, au Magmel, à l'Avalon, lieu d'immortalité, conçu comme terres occidentales. C'est dans l'Avalon que seraient passés à une existence perpétuelle les survivants de la race d'en haut des Tuatha, des Danann, le roi Arthur lui-même et les héros légendaires comme Kondla, Oisine, Cuchulain, le Guerreau, Ogier le Danois et d'autres. Ce mystérieux Avalon est la même chose que le paradis atlantique dont il est question dans les légendes américaines déjà citées. C'est l'antique Tlapalan ou Tolan. C'est la même terre du soleil ou terre rouge dans laquelle, comme les Tuatha dans l'Avalon, serait revenu et aurait disparu soit le dieu blanc Quetzalcoatl, soit les empereurs légendaires comme Lumac du codex Chimalpopoca. Les diverses données historiques et suprahistoriques trouvent peut-être leur meilleure expression dans la chronique mexicaine Saqueiquel, où l'on parle de 4 tulanes. L'une située dans la direction du soleil levant par rapport au continent américain, c'est-à-dire dans l'Atlantique, est appelée la terre d'origine. Les 2 autres correspondent aux régions ou centres d'Amérique auxquelles les races nordico-atlantiques émigrées donnèrent le nom du centre originel. Enfin, on parle d'une 4e tulane dans la direction où le soleil se couche, c'est-à-dire l'Occident proprement dit, et c'est en elle qu'est le Dieu. Cette dernière est terre de l'Occident. Cette dernière est précisément la tulane de la transposition suprahistorique, l'âme du mystère de l'Occident. C'est dans un lieu occidental que se rend Enoch, jusqu'au bout de la terre, où il trouve des monts symboliques, des arbres divins gardés par l'archange Michel, arbres qui donnent la vie et le salut aux élus, mais qu'aucun mortel ne touchera jamais jusqu'au grand jugement. Les derniers échos du même mythe parviennent souterrainement jusqu'au Moyen-Âge chrétien sous la forme d'une mystérieuse terre atlantique, où les moines navigateurs du monastère de Saint-Matthias et de Saint-Alban auraient trouvé une ville d'or où étaient Enoch et Élie, les prophètes jamais morts. D'autre part, dans le mythe diluvien, la disparition de la terre sacrée, qu'une mer ténébreuse, les eaux de la mort, sépare désormais des hommes, peut aussi prendre un sens qui l'unit au symbolisme de l'arche, c'est-à-dire de la préservation des germes des vivants au sens éminent et figuré. La disparition de la terre sacrée légendaire peut aussi signifier le passage dans l'invisible, dans le culte ou le non manifesté, du centre qui conserve intacte la spiritualité primordiale non humaine. Selon Hésiode, en effet, les êtres du premier âge, qui ne sont jamais morts, continuèrent à exister invisibles comme gardiens des hommes. À la légende de la ville, de la terre ou de l'île engloutie correspond fréquemment celle des peuples souterrains ou du royaume souterrain. Cette légende se retrouve dans de nombreux pays. Quand l'impiété prévalut sur la terre, les survivants des âges précédents émigrèrent dans une résidence souterraine, c'est-à-dire invisible, qui, par interférence avec le symbolisme de l'altitude, se trouve souvent située sur des montagnes. Ils continueront à y vivre jusqu'au moment où le cycle de la décadence étant épuisé, il leur sera de nouveau possible de se manifester. Pindare dit que la voie permettant d'atteindre les hyperboréens ne peut être trouvée ni par mer ni par terre, et que c'est seulement à des héros comme Persée et Hercule qu'il fut donné de la suivre.
Montezuma, le dernier empereur mexicain, ne put atteindre l'Aztlán qu'après avoir procédé à des opérations magiques et avoir subi la transformation de sa forme physique. Plutarque rapporte que les habitants du Nord ne pouvaient entrer en rapport avec Chronos, roi de l'âge d'or, et avec les habitants de l'extrême septentrion que dans l'état de sommeil. Selon Lietze, on ne peut atteindre ni avec des navires, ni avec des chars, mais seulement par le vol de l'esprit, les régions merveilleuses dont il parle et qui se rattachent tantôt à la région arctique, tantôt à la région occidentale. Dans l'enseignement lamaïque, enfin, on dit parfois « Shambhala, la mystique région du Nord, est dans mon esprit ». C'est ainsi que les témoignages relatifs à ce qui fut le siège réel d'êtres qui n'étaient pas seulement humains survécurent et prirent une valeur suprahistorique en servant simultanément de symboles pour des états situés au-delà de la vie ou bien accessibles seulement au moyen de l'initiation. Au-delà du symbole apparaît donc l'idée, déjà mentionnée, que le centre des origines existe encore, mais qu'il est caché et normalement inaccessible, comme la théologie catholique elle-même l'affirme pour l'Éden, pour les générations du dernier âge. Seul un changement d'état ou de nature en ouvre l'accès. C'est de cette manière que s'est établie la seconde grande interférence entre la métaphysique et l'histoire. En réalité, le symbole de l'Occident peut, comme celui du pôle, acquérir une valeur universelle au-delà de toute référence géographique ou historique. C'est en Occident, où la lumière physique, soumise à la naissance et au déclin, s'éteint, que la lumière spirituelle immuable s'allume et que commence le voyage de la barque du soleil vers la terre des immortels. Et du fait que cette région se trouve à l'endroit où le soleil descend derrière l'horizon, on l'a conçue aussi comme souterraine ou sous les eaux. Il s'agit là d'un symbolisme immédiat, dicté par la nature elle-même, et qui fut ensuite employé par les peuples les plus divers, même sans être associé à des souvenirs atlantiques. Cela n'empêche pas cependant qu'à l'intérieur de certaines limites définies par des témoignages concomitants, tels que ceux que nous venons de rapporter, ce thème puisse avoir aussi une valeur historique. Nous entendons par là que, parmi les innombrables formes assumées par le mystère de l'Occident, on peut en isoler certaines pour lesquelles il est légitime de supposer que l'origine du symbole n'a pas été le phénomène naturel du cours du soleil, mais le lointain souvenir spirituellement transposé de la patrie occidentale disparue. À cet égard, la surprenante correspondance que l'on constate entre les mythes américains et les mythes européens, spécialement nordiques et celtiques, apparaît comme une preuve décisive. En second lieu, le mystère de l'Occident correspond toujours dans l'histoire de l'esprit à un certain stade qui n'est plus le stade originel, à un type de spiritualité qui, aussi bien typologiquement qu'historiquement, ne peut être considéré comme primordial. Ce qui le définit, c'est le mystère de la transformation. Ce qui le caractérise, c'est un dualisme et un passage discontinu. Une lumière naît, une autre décline. La transcendance est souterraine. La supranature n'est plus comme dans l'état olympien nature, elle est le but de l'initiation, objet d'une conquête problématique. Même considéré sous son aspect général, le mystère de l'Occident paraît donc être propre à des civilisations plus récentes dont nous allons examiner maintenant les variétés et les destins. Il se relie au symbole solaire d'une façon plus étroite qu'au symbole polaire. Il appartient à la seconde phase de la tradition primordiale.